Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres de l'actualité de ce 22h. La session 2025 pour les élèves de 9e année dans le centre d'examen qui se sont déroulés aujourd'hui dans la capitale et les régions de l'intérieur. À Gaza, l'armée israélienne a élargi ses opérations tandis que la malnutrition se propage. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par ce télégramme émanant de la Russie dans lequel le président russe Vladimir Poutine adresse ses félicitations à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. Mesdames et messieurs, veuillez accepter mes sincères félicitations à l'occasion de la Journée de l'Afrique. Cette année est marquée par des anniversaires, le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création des Nations Unies, ainsi que le 65e anniversaire de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. La défaite également du nazisme et l'effondrement du système colonial ont été des événements les plus importants du XXe siècle, offrant ainsi à l'humanité entière la possibilité de développer librement et pacifiquement. Au cours des dernières décennies, les États africains indépendants se sont avérés comme des membres respectés de la communauté mondiale et ont obtenu des succès économiques, sociaux, universellement reconnus. La coopération multilatérale établie dans le cadre de l'Union africaine et d'un certain nombre d'entités sous-régionales a contribué à la consolidation et à la sécurité et à la stabilité du continent. Notre pays a toujours soutenu l'élargissement des relations traditionnelles et traditionnellement amicales avec les partenaires africains en témoignant pleinement. Le sommet Russie-Afrique organisé en 2019 et 2023 qui ont permis d'identifier de nombreux domaines de coopération et ont facilité la coordination des efforts dans les affaires internationales. Un nouveau format de dialogue, c'est-à-dire la conférence ministérielle du Forum des partenaires et des partenariats Russie-Afrique donne des résultats positifs. La prochaine réunion est prévue à la fin de cette année dans un des pays africains. Je suis convaincue que grâce à nos efforts conjoints, nous parviendrons à développer davantage les liens multidimensionnels entre la Russie et l'Afrique pour le bien de nos peuples et dans l'intérêt de la mise en place d'un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique. Et pour clore ce communiqué, le président russe Vladimir Poutine a quant à lui souhaité également succès, paix au peuple africain. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a procédé à la remise des prix du Festival de Kassaïd 2025. Organisé par la Direction de la Culture du ministère de la Jeunesse et de la Culture, cet événement a couronné une édition marquée par l'excellence artistique et la ferveur spirituelle en présence de Dr Hibo Moumin Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture, de plusieurs ambassadeurs accrédités à Djibouti, des cadres supérieurs du ministère, ainsi que de nombreux invités fervents défenseurs des arts traditionnels, de la spiritualité populaire. Cette soirée a été un moment de reconnaissance et d'émotion. 8 troupes ont été distinguées pour la qualité exceptionnelle de leurs performances, la profondeur de leurs textes et la rigueur de leurs prestations scéniques. Un récital des chants spirituels finalistes a ponctué la cérémonie offrant au public une immersion dans la beauté et la diversité du patrimoine musical djiboutien. Ce point d'orgue vient clore une édition particulièrement riche du festival annuel de Kassaïd, l'édition 2025, placée sous les signes de la diversité linguistique et de l'unité culturelle.
a rassemblé 29 troupes artistiques issues de l'ensemble du territoire national. La répartition de ces troupes témoigne également de la richesse. 13 troupes en langue afar, 8 en langue somali, 3 en langue arabe et 6 troupes venues des régions de l'intérieur, reflétant ainsi la pluralité des sensibilités spirituelles du pays à la vitalité des traditions orales. الله يا الله الله يا رحمن الله يا الله الله يا رحيم الله يا الله علمي عبودو محمدو جنة عروسو محمدو دقل دوريني محمدو. Et en prenant la parole à cette occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumine Assowe, a donc réaffirmé son engagement résolu à promouvoir, préserver et célébrer l'héritage spirituel. Un véritable honneur et plaisir de prendre la parole ce soir en cette belle cérémonie de la remise de prix de la 12e édition du Festival de Rassaï qui nous réunit dans une atmosphère de fraternité et de promotion des patrimoines universels. Tout au long de ce festival, nous avons été transportés par la puissance de la parole poétique, par la profondeur spirituelle des chants et par la richesse inestimable de notre patrimoine religieux et culturel. Le Rassaï, bien plus qu'un chant, est un acte religieux qui nous rapproche aussi. C'est une prière, je dirais même une invocation plutôt, mise en mélodie, un louange porté par le voix de ceux qui le préservent depuis des générations. Je tiens à les saluer, à saluer surtout ceux qui sont dans l'invisible, les auteurs, les paroliers, les compositeurs de mélodies et de musique, et bien sûr les interprètes. Grâce à eux, ces savoir-faire résonnent encore, ces textes anciens et ce patrimoine est présent. À travers cet art, vous perpétuez une tradition millénaire tout en la renouvelant avec finesse, respect et émotion. Le ministère que je représente est profondément engagé dans la préservation et la valorisation de notre héritage immatériel. Le Rassaïd est un trésor vivant. Il mérite d'être soutenu, transmis aux générations futures et célébré, comme c'est le cas ce soir. Je félicite les lauréats de cette édition. Votre talent, votre rigueur et la ferveur poétique sont pour nous une source d'inspiration. Vous êtes les gardiens d'une tradition qui parle à l'âme et vous portez haut les couleurs de notre culture. Mes remerciements vont également aux autorités des collectivités qui nous accueillent à chaque fois qu'on vient dans les régions, mais aussi dans les communes et dans les quartiers. Puis ce festival continue à grandir, à rayonner, à porter son message de paix, de beauté et de spiritualité. Et nous comptons bien sûr tout le temps sur nos partenaires pour nous appuyer. Le Forum culturel de la Mer Rouge a officiellement tiré sa révérence à l'issue d'une riche programmation marquée par des échanges intellectuels, des expositions artistiques et des performances inspirantes. La scène du Forum culturel de la Mer Rouge a été illuminée par la performance inspirée des artistes nationaux que nous vous proposons de suivre.
Labsarai tinggal mangkala labine Mangkala labin yokupai labin garashada kuwa isbidaya iyo ibinta beenawday waxba ugama baahniye haddaan keena barayay dhaqankeena barayay نفرتميتي توبكوي أهلا وسهلا أرحباي نكيجي عيني كنا با كل سنة أرحبا حي الأرحبا. La soirée culturelle a été également donc marquée par des prestations émouvantes des troupes de danse traditionnelles venues de différents pays riverains de la mer Rouge. Chaque performance a été accueillie avec enthousiasme par le public, mettant en lumière les racines communes et la richesse des expressions artistiques régionales. كل سنة أرحبا حي الأرحبا أرحبا أرحبا يا أرحبا 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 الرسول أحيو كنا بالرسول أهعبني كنا بك العلوات يا عبين مري رسول Je vous le disais dans le titre, aujourd'hui pour les épreuves du BEF, quelques 11 200 élèves se sont présentés aux épreuves écrites du BEF dans 45 centres d'examen de la capitale et des régions de l'intérieur. Épreuve du brevet des titres fondamentaux, le BEF, pour la session 2025 pour les élèves de 9e année ont démarré ce dimanche 25 mai 2025 dans les centres d'examen prévus de la capitale et dans les régions. Cette année, quelques 11 200 candidats se sont présentés aux épreuves écrites du BEF dans les 45 centres d'examen de la capitale et de régions de l'intérieur. Conformément à la politique de la décentralisation, les examens se déroulent aussi bien dans la capitale où quelques 21 centres d'examen ont été mis en place dans les différentes communes de Djibouti-Ville et 22 autres sont opérationnels dans les régions de l'intérieur. Plusieurs centaines d'enseignants et de personnels administratifs sont également mobilisés pour assurer la bonne tenue des examens. Très tôt le matin, les centres d'examen ont ouvert et les candidats ont planché sur les épreuves écrites dans les disciplines principales comme le mathématique, le français. Les mêmes fois avaient mis le petit plat dans le grand pour assurer une parfaite organisation des épreuves. Sécurité de site des examens, mobilisation policière, mais aussi des enseignants et des personnels administratifs pour assurer la surveillance des salles d'examen et prévenir ainsi toute éventuelle fraude. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, accompagné de l'inspecteur général Mohamed Abdo, de la directrice générale de la scolarisation et de l'enseignement général Madame Loula Ali Ilabé, ainsi que de hauts cadres du MENFOP, a visité plusieurs centres d'examen de la capitale pour constater de près le bon déroulement des épreuves. Et ensuite, nous avons recueilli pour vous cette réaction de la directrice de la scolarisation et de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est un jour important parce que c'est le jour où les élèves de 9e année passent le brevet de l'enseignement fondamental. Quelques 11 200 élèves sont en train de composer dans toute la République de Djibouti, répartis en 47 centres. À Djibouti, les candidats sont au nombre de 9 673
qui passent les épreuves réparties sur 21 centres. Donc, c'est une évaluation, mais c'est plus qu'une évaluation parce que c'est l'aboutissement de 9 années d'apprentissage de discipline. Je tiens à adresser un message d'encouragement et de confiance. Dans le reste de l'actualité, un atelier international sur l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans les systèmes éducatifs. Mais Mohamed. L'Atelier international sur l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans le système éducatif a été organisé à Abidjan du 19 au 21 mai 2025 par l'UNESCO. Cet important atelier qui a vu la participation de plusieurs pays africains intervient à un moment où le besoin d'intégrer l'histoire générale de l'Afrique s'est fait ressentir un peu partout en Afrique avec les révisions et des réformes de curricula en cours dans beaucoup de systèmes éducatifs et plus généralement dans cette quête d'appropriation de notre histoire, souvent présentée comme des événements disparaissent et qui ne méritent pas le détour. À l'atelier présidé par la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, fit un moment de réflexion et d'échange pour les participants venus faire le point sur l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans leurs systèmes respectifs et explorer ensemble les pistes d'intégration réalistes. La délégation de la République de Djibouti, conduite par le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, Mohamed Moussayabé, accompagné de la directrice du CRIPEN, Madame Roda Mahmoud Issa, et de l'inspecteur d'histoire-géographie, Bachir Mohamed Ali, a participé aux échanges et aux débats. La délégation djiboutienne a saisi cette occasion pour exposer sa vision, en mettant en lumière ses priorités, ses besoins ainsi que les opportunités à valoriser. Elle a également présenté sa démarche et sa réflexion sur l'intégration progressive de la richesse documentaire. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui au camp Cheikh Ousmane le nouvel attaché militaire auprès de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, le colonel Abdelrahman Ben Mohamed Al-Abbasi, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Cette rencontre a été l'occasion de souhaiter la bienvenue au nouvel attaché militaire et de réaffirmer également les liens de coopération militaire solides et historiques qui unissent la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines militaires. Le chef d'état-major général des armées a exprimé son attachement à la consolidation de la relation stratégique et entière, disponibilité à œuvrer ensemble pour relever les défis sécuritaires communs. Nous allons parler météo cette fois avec ce le thermomètre ne rigole plus à Djibouti. Djibouti-Ville a tendance à prendre dans la chaleur et c'est un four à ciel ouvert. Dès que le soleil monte un peu, assez rues se vide aux heures les plus chaudes selon les chiffres compilés par la Direction générale de la météorologie. Il fait plus chaud, plus vite et ça empire chaque année. Les prévisions ne sont guère réjouissantes. La saison chaude pourrait bien s'éterniser jusqu'au mois de septembre, accompagnée de vagues de chaleur régulières, des pics records et des consommations d'électricité en flèche. Quant aux travailleurs de l'extérieur, eux souvent en première ligne face à cette montée de température, difficile d'échapper à cette fournaise. Et pour plus de précision, nous écoutons le responsable de la météorologie. On parle de la chaleur d'hier. Ce qui a provoqué la chaleur, c'est l'augmentation de l'humidité. On avait une température de 39 degrés. Et avec l'humidité de 70%. Donc, plus l'humidité augmente, plus la température sec augmente. Donc, les gens ressentent la température à maximum. C'est-à-dire que le corps humain ressentait les chaleurs maximum, comme si c'était 45. Alors, la normale, c'était 41. Donc, c'est les températures ressenties par la population. Et que tout ça, même aujourd'hui, actuellement, à 11h, on avait fait... L'observateur a prélevé 37 degrés de température. Par contre, l'humidité était 50%. Donc, plus l'humidité augmente, plus la température aussi augmente. La température sec augmente. Donc, ce qui provoque l'humidité
qui augmentait, qui cause qu'il n'y a pas de circulation des vents. Donc, les gens reçoivent le salaire. Et une fois que les gens reçoivent les salaires, c'est à ce moment que les salaires, la température ressentie pour les individus, c'est comme si c'était maximum. Par contre, la température est toujours à peu près entre 39 et 40, de 35 jusqu'à 40, mais pas plus. Mais les gens nous posent des questions comme quoi, est-ce que l'été a déjà commencé? L'été n'a pas encore commencé, mais bientôt va commencer. Ce qui est pire, c'est lorsqu'il y a les changements intermittents, qu'il y a la saison de l'hiver sort et que l'été rentre. Donc à ce moment, c'est l'intermittente. Donc à ce moment, il fait plus chaud que l'été. Donc c'est pour ça qu'il y en a, les gens reçoivent les salaires, mais une fois que dans les prochains mois, il y aura la pluie, surtout dans les zones montagneuses, les Karma, on dit souvent le Karam. Donc en Somalie, on dit Karam. En fait, il n'y aura pas de salaire comme ça. Par contre, pour l'instant, c'est le débit. Toujours lorsqu'il y a les changements, début, on reçoit toujours le CMPCRV. Et c'est pour ça c'est le manque d'oxygène, le manque de vent qui cause l'humidité. En sport, cette fois, Djibouti Télécom, championne nationale de foot. L'équipe d'Assas a été sacrée championne de la saison 2024-2025 de la Ligue de foot de la première division. La cérémonie d'investiture du champion de la saison a eu lieu hier soir après le dernier match de l'équipe contre le SDC Group. Le couronnement de l'équipe intervient après une absence du podium qui a duré 4 saisons. L'équipe d'Assas a remporté le championnat avec plusieurs points d'avance sur l'équipe des gardes-côtes. Une grande foule de supporters d'Ali Sabié s'est rendue au stade pour célébrer cette victoire de l'équipe. Cet événement a vu la participation du président du club, Ousmane Ouaes, du membre du conseil d'administration ainsi que du vice-président de la fédération djiboutienne de foot, Mouhiaddine, et d'un grand nombre d'autorités de la région d'Ali Sabié dirigées par le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Charmaki Hassan. L'équipe jouera à la fois la Ligue arabe des champions, la Ligue africaine des champions cette saison. Le préfet de la région d'Ali Sabié, Abdelmalik Mohamed Benoïta, s'est réjoui de ce sacre, saluant la performance remarquable de l'équipe. Nous assistons à un événement important pour la région. C'est un événement sportif aimé par tout le monde. C'est le football. Et aujourd'hui, l'équipe de football Assas a honoré le nom d'Ali Sabié, comme ils avaient l'habitude de faire, parce que c'est le 8e titre qu'ils ont gagné. Et nous tenons, en tant qu'autorité des régions, nous tenons à les féliciter. À féliciter également l'encadrement, les présidents et son équipe qui ont également apporté leur appui pour encadrer au mieux cette équipe pour arriver à ces niveaux aujourd'hui. Je ne vais pas oublier aussi Djibouti Télécom qui a apporté l'appui financier pour que cette équipe puisse hisser la région là où elle est. Et je suis certain que maintenant, vous allez participer à d'autres compétitions au niveau non seulement continental, mais aussi de la Ligue arabe. Et nous sommes derrière vous et nous aimerons que vous portez encore ces noms que vous avez portés au plus haut niveau national. On aimerait que vous portez au niveau de la Ligue régionale du monde arabe, mais aussi au niveau de la région Afrique aussi. En tout cas, félicitations et vous avez toute la région derrière vous. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier de sensibilisation pour lutter contre les mutilations génitales féminines qui s'est tenu au PK12.
Et ce, illustrant de manière créative l'impact négatif de ces pratiques et l'importance d'éduquer et de protéger les jeunes filles. Était présent la directrice de la promotion de l'enfant du ministère de la Femme et de la Famille, des représentants de l'UNFD, des cadres du ministère de la Femme. Ces efforts sont essentiels pour sensibiliser, mobiliser la population de ce quartier dans la lutte contre ces pratiques qui nuisent à l'intégrité du corps de la femme. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. L'armée israélienne a élargi ses opérations à Gaza tandis que la malnutrition se propage dans l'enclave. Pendant l'aspect humanitaire à Gaza, seulement 100 camions d'aide humanitaire sont entrés, ce qui ne représente que 1% des besoins fondamentaux de la population. La crise humanitaire s'est poursuivie dans plusieurs régions de la bande de Gaza, en particulier dans le nord où les camions d'aide n'arrivent toujours pas en nombre suffisant en raison de restrictions israéliennes. De plus, le fonctionnement des boulangeries est entravé. Seules 4 sur 25 boulangeries sont soutenues par le programme alimentaire mondial qui sont actuellement opérationnelles, ce qui est insuffisant pour répondre aux besoins de la population. Par ailleurs, les denrées alimentaires sont épuisées dans le marché et leurs prix ont fortement augmenté, ce qui accroît le risque d'aggravation de la malnutrition et de la famine. Plus de 70 000 enfants sont ainsi menacés de mort à cause de la faim persistante. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.